Bien. Donc, ces nombres de noyaux qui se désintègrent, ces noyaux qui se désintègrent au cours du temps, c'est-à-dire qui sont radioactifs, qui vont se transformer en noyaux fixes, donc qui diminuent en nombre. On a essayé de modéliser la variation de ce nombre-là. Selon une loi, c'est ce qu'on va voir, ce qu'on appelle la décroissance radioactive. Donc, le nombre de noyaux restants, n étant le nombre de noyaux à un instant t, le nombre de noyaux pairs à un instant t. Comment varie ce nombre de noyaux pairs? Ce nombre de noyaux pairs varie, sa variation, on la modélise par dn. D'abord, ça diminue, et cette variation dépend du nombre de noyaux à l'instant t. Donc, si le nombre est grand, la diminution est grande, le nombre est faible, la diminution est faible. Il dépend de la nature du noyau. La diminution de l'hydrogène d'un noyau radioactif tel que le carbone 14 n'est pas la même que celle d'un autre atome radioactif. Et ça dépend au cours du temps, bien sûr. Donc, comme on a vu dans le cours ici, donc, on essaye de voir l'équation de n en fonction du temps. On constate que le nombre de noyaux n restant, le nombre de noyaux n pair, il est égal au nombre de noyaux initial multiplié par exponentielle moins lambda t. Donc, c'est une décroissance exponentielle. Cette décroissance exponentielle peut être rapide, elle peut être lente. Donc, on peut parler là de ce qu'on appelle l'activité. On pense là, en faisant une analogie à la vitesse, mais on l'appelle activité. On lui attribue un signe moins pour que l'activité soit négative, vu que l'activité dans ce domaine, elle est négative, donc la variation est négative, donc l'activité, elle est positive, moins dn sur dt, l'unité en becquerel. Donc cette activité-là, moins dn sur dt, si je fais sortir moins dn sur dt ici, je vois que A, c'est lambda n, comme A0, c'est lambda n0. Donc, il y a une relation entre l'activité, la dérivée de n, et n elle-même, puisque c'est une expression exponentielle. Et donc, A de t égale A0 exponentielle moins lambda t. Ce sont le formalisme, le modèle mathématique de la décroissance radioactive qui est due à la diminution des nombres de noyaux qui sont radioactifs. Donc, la n égale 0 exponentielle moins lambda t est exprimée par ce graphique-là. Et vous voyez ici, par exemple, le nombre de noyaux pairs en milliards. Là, à t égale à 0, nous avons 160 milliards de noyaux pairs qui sont en rouge. Le nombre de noyaux pairs en rouge, il diminue. Il diminue selon cette loi-là. Donc, à 160 milliards, j'ai ce nombre initial. Donc, lorsque 80 milliards, donc la moitié de la durée, donc la moitié du nombre ici, la moitié du nombre, correspond à 5, puisque c'est en année, donc 5 années. En 5 ans, ce noyau pair a diminué de moitié. De 80 à 40, il diminue de moitié. Donc, de 80 à 40, de 5 à 10, à 5 ans, etc. Donc, chaque 5 années, il y a une diminution de moitié. C'est-à-dire que ce 5 ans-là, il est particulier. En fait, c'est ce qu'on appelle la période. Donc, le nombre de noyaux à une période, il est égal à n0 sur 2. Si je prends l'instant initial 0, après une période grand T, le nombre de noyaux restants, c'est le nombre initial sur 2. Donc, j'applique la formule, je retrouve que T, en fait, c'est logarithme népérien sur le lambda. Lambda qui est la constante radioactive. Donc, la période d'un élément radioactif dépend de l'élément radioactif. C'est une caractéristique. Et il y a des éléments tels que celui-là qui a une période de 5 années. Il y a des noyaux qui ont une période de milliards d'années, comme il y a des noyaux qui ont une période de microsecondes. Donc, ça diffère, ça dépend du noyau. Bien sûr, là, le carbone 14, par exemple, on constate de n à n0 sur 2, on les a obtenus en 5600 ans, 5600 années. Donc, 5600 années. Donc, 5000 ans et 600 ans, c'est la période du carbone 14. Le carbone 14, ce fameux carbone 14, qu'on appelle aussi l'horloge du monde, avec lequel l'analyse sur le carbone 14 nous permet de reconnaître les âges des corps préhistoriques, donc de n'importe quel corps que vous voulez avoir une idée sur son âge. Passons maintenant aux réactions nucléaires. Donc nous étions dans les réactions nucléaires qui étaient spontanées. Là, nous allons passer aux réactions nucléaires qui sont provoquées. C'est-à-dire, les noyaux ne se désintègrent pas spontanément, la réaction elle est provoquée, mais malgré qu'elle est provoquée, elle reste tout le temps énergétique. Elle génère de l'énergie.
voyons un peu. Donc ici, j'ai un neutron qui vient bombarder un noyau atomique. Je parle là de réaction de fission. Et la fission est une réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau lourd se scinde en deux noyaux plus légers. N'oubliez pas les différentes définitions. Donc un noyau lourd qui va être bombardé par un neutron et qui va se diviser en deux en émettant aussi des neutrons. Donc ici, je prends le premier exemple ici, que je peux modéliser. Donc le noyau d'uranium, l'isotope 235, bombardé par un neutron, donne le XE140, SR94 et deux autres neutrons. Ici, bien sûr, d'après la loi de conservation du nombre de charges, donc au niveau nombre de charges, 92 plus 0, donc il y a conservation des deux côtés. Les conservations du nombre de masse, il y a conservation des deux côtés aussi. Bien. نفس الشيء, donc de la même réaction, sauf on obtient avec d'autres isotopes, ici, on la modélise aussi de la manière suivante. Là, maintenant, parlons au niveau énergétique, au niveau pour la fission. Le noyau père, il va donner les noyaux fils. Le noyau père, il est plus massif, le noyau père, parce que lorsque le noyau père va donner les noyaux fils, il donne avec de l'énergie. Donc, par conservation, l'énergie obtenue avec les masses des noyaux fils, ça provient de la masse du noyau père. Donc, une partie de la masse, le défaut de masse du noyau père va se transformer en énergie. Et là, donc, si je vais faire le bilan énergétique de cette réaction-là, donc je sais que E égale delta M c'est carré. Donc, c'est quoi le delta M? C'est la masse du noyau père qui est massif, dont j'enlève la masse des noyaux fils ainsi que les particules émises. Donc, ME moins la masse des noyaux fils va me donner le delta M qui est positif, ce delta M, ce défaut de masse, qui se transforme en énergie. Et vous voyez là que c'est différent de l'énergie de liaison. Différent en quel terme? C'est toujours un défaut de masse. Mais pour l'énergie de liaison, nous avions dit que pour former un noyau, je prends les particules qui sont séparées. Les particules qui sont séparées sont plus massives. Donc, lorsque je cherche le défaut de masse, c'est la masse des particules séparées moins la masse du noyau. Là, il ne faut pas retenir ce principe dans le sens où les particules séparées sont plus massives. Non, on réfléchit d'après le principe de conservation. J'ai une réaction énergétique, un noyau père qui donne des fils et de l'énergie. Cette énergie, elle provient d'où? Elle provient d'une masse qui s'est transformée. Donc, puisque l'énergie est obtenue avec les fils, c'est qu'elle était avant, comme les fils aussi, dans la masse du père. Donc, le père donne de l'énergie et des noyaux fils à partir de la masse. Donc, le père, il est plus massif. ME moins, donc la somme des masses des fils. Ça, c'est le défaut de masse qui va nous donner donc l'énergie. Même chose pour la fusion. La fameuse réaction de fusion, qui est en fait une réaction nucléaire au cours de laquelle les noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd. Donc ici, j'ai deux noyaux d'hydrogène, deux isotopes d'hydrogène, ici le deutérium et le tritium, qui vont s'unifier pour donner l'hélium et un neutron libre. Donc cette réaction-là, elle est très énergétique aussi. Donc si je parle de, c'est toujours E égale delta M C carré. Le delta M, même principe. Les deux noyaux, les réactifs si vous voulez, les deux noyaux qui vont s'unir ensemble, sont les plus lourds, puisque lorsqu'ils donnent le noyau fils, il sera plus léger, avec de l'énergie. Donc M du deutérium plus la masse du tritium, moins la masse de l'hélium plus la masse de neutron, ça constitue le delta M. En le multipliant par C carré, j'obtiens l'énergie que génère cette réaction de fusion. Bien. Dernière application maintenant pour la réaction de fusion, la réaction de fusion qui se fait dans le Soleil. En fait, dans l'étoile Soleil, 4 hydrogènes vont s'unir pour donner l'hélium de 4 et 2 positons. Alors, comment obtient-on cette réaction qui est en fait une réaction bilan? Alors, cette réaction nucléaire se fait en 4 étapes. La première étape, c'est la synthèse du deutérium, la formation de l'isotope d'hydrogène deutérium à partir de la fusion de 2 hydrogènes. Donc l'étoile Soleil, il y a une réserve d'hydrogène, H1,1. Ces réactions vont se faire. Donc la fusion de 2 hydrogènes donne le deutérium plus 1 positon. Alors ce deutérium formé, il va encore s'unir, il va fusionner avec l'hydrogène
pour donner l'hélium. L'hélium, l'isotope 3 de l'hélium. Bien. L'isotope 3 de l'hélium va encore réagir avec lui-même. Donc, deux isotopes 3 de l'hélium vont s'unir pour donner l'hélium 4 et 2 hydrogènes. Donc, j'avais dit qu'il y a 4 étapes, en fait il y a 3 étapes et nous avons l'équation bilan. Donc avec cette troisième étape, nous pouvons avoir l'équation bilan. Mais comment avoir l'équation bilan? Et là c'est important. Alors, regardez. Vous voyez la dernière étape? Il nous fallait 2 isotopes de l'hélium. Et la deuxième étape, l'étape qui la précède, donne un seul isotope. Donc, par souci d'équilibre, il faut multiplier cette étape-là par 2 pour que je puisse avoir ces deux-là. Ici, deux héliums qui vont s'unir ici. Une fois que j'ai multiplié par 2, j'ai aussi donc multiplié par 2 le H12, le deutérium. Ce deutérium qui provient de la première étape. Donc, pour avoir dans cette étape-là le deutérium, il faut que je multiplie par 2 aussi la première étape pour que je puisse fournir le deutérium dans la deuxième. Ayant ainsi, voyons un peu, qu'est-ce qui va me rester si je vais faire le bilan? C'est équilibré, je vais faire le bilan. Je constate que tout va disparaître sauf. Je m'explique. Les deux HE23 avec HE23 et HE3 vont se simplifier. L'un de l'autre côté, les uns de l'autre côté et l'autre à droite. J'ai aussi le H11 ici, 2 fois, qui va disparaître avec ces deux H11. Bien. Et puis le deutérium qui va disparaître avec 2 deutérium. Qu'est-ce qui me reste? 2 H11 ici, d'accord, que je multiplie par 2, donc je vais avoir 4 H11 et le HE24 avec le 2 positons de la première étape. Et là ce que j'obtiens, 4 H1, 2 fois 2, l'hélium que j'ai obtenu ici, et 2 fois le positon. Donc ici, la réaction, voilà comment je calcule la réaction bilan. Voilà donc un bref rappel du cours sur les réactions nucléaires. Comme étape suivante maintenant, nous allons voir tous les exercices qui sont donnés dans les bacs, qu'on retrouve dans les bacs depuis 2012 jusqu'à 2023, que ce soit en session principale ou là en session de contrôle, à part les exercices des textes scientifiques. Et on va essayer de voir quels sont les types de questions, comment on note les barèmes de ces exercices-là dans les vidéos qui vont venir, Inch'Allah.